D'Europe 1 avec Olivier Delagarde. Olivier, la transition est toute trouvée avec la chronique d'Eugénie Bastier il y a quelques minutes, parce que vous aussi, vous vous intéressez au discours de J.D. Vance. Et si J.D. Vance avait effectivement raison, rien que de le dire, j'en bafouille, j'en ai des frissons, Jacques, mais grâce à Eugénie, on a un peu plus de courage. Alors, reprenons les choses depuis le début, si vous voulez bien. Depuis vendredi, une certaine presse tourne en boucle pour dénoncer les propos du vice-président américain et l'affront fait aux Européens. Mais d'ailleurs, le philosophe Gaspard Koenig, qui signe une tribune hebdomadaire dans Les Échos, a failli se laisser prendre, lui aussi, par ce rouleau compresseur médiatique. Mais, par acquis de conscience, écrit-il, j'ai tout de même lu dans son intégralité son discours, et j'ai dû admettre que, bien dissimulé parmi les provocations, le message principal touche juste. Que reproche J.D. Vance à l'Europe ? Un dédain du petit peuple qu'elle empêche de s'exprimer via des restrictions excessives à la liberté d'expression, puis lors des échéances électorales en ignorant sa voix. Le vice-président américain dénonce le contournement de la volonté populaire par des élites convaincus de faire le bien des citoyens, malgré eux, en mettant en place des stratégies de barrage médiatiques et politiques. Croire dans la démocratie, conclut J.D. Vance, c'est comprendre que chaque citoyen détient une part de vérité et une voix pour l'exprimer. Il n'en faut pas plus à de beaux esprits pour dénoncer un odieux populisme. Mais en fait, ce discours n'est pas nouveau. Eh bien non. J.D. Vance ne fait que reprendre à son compte un diagnostic fait depuis des années par nombre d'intellectuels de part et d'autre de l'Atlantique, rappelle aussi Alexandre Devecchio dans le Figaro. Ce diagnostic, c'est celui d'une profonde crise démocratique entraînée par une fracture entre les élites et les citoyens. En France, par exemple, Marcel Gauchet, dans un ouvrage paru en octobre dernier, décrit l'impasse à laquelle a conduit la sacralisation de l'état de droit au détriment de la souveraineté populaire. De livre en livre, le géographe Christophe Guilluy met aussi en lumière la dépossession économique, culturelle, mais aussi démocratique des classes moyennes et populaires au profit d'une élite coupée de la réalité des gens ordinaires. Mais auriez-vous un exemple concret pour qu'on comprenne bien ? Eh bien, écoutez, pas besoin d'aller bien loin. Il est à la une du Figaro. Jacques, le quotidien consacre sa une à l'affaire Robert Ménard. Le maire de Béziers comparaît aujourd'hui devant la justice parce qu'il a refusé de marier un Algérien clandestin sous OQTF et connu défavorablement, comme l'on dit, par la justice. Bref, de marier quelqu'un qui n'avait pas le droit d'être dans la salle de mariage, résume Laurence de Charette dans son éditorial. On demanderait leur avis aux Français sur cette affaire, on a peu de doutes sur leur réponse, mais le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'homme ont imposé une interprétation extensive du droit au mariage et en même temps des autres droits auxquels ouvrent les épousailles, titre de séjour, rapprochement familial et tutti quanti. Cette évolution de la jurisprudence et donc du droit qui s'impose est dessinée non plus par les peuples, mais par les juges, rappelle-t-elle, des sages, sans mandat électif, mais non sans idéologie. Mais est-ce que les choses ne sont pas en train de changer ? Eh bien si, un peu, sans doute, parce que Trump secoue aussi la politique française. C'est le constat de l'opinion, en gros titre ce matin. Le quotidien n'est pas suspect de sympathie pour la nouvelle administration américaine, et pourtant, chaque jour, reconnaît-il, l'Europe se réveille et découvre les décisions prises d'un trait de plume de l'autre côté de l'Atlantique. Elle nous renvoie à notre impuissance publique, à nos conciliabules, à nos tables rondes. Forcément, les gens se disent que ce type fait ce qu'il dit et cela nourrit le populisme chez nous, regrette un proche de François Bayrou. Mais du côté du Rassemblement national, on se frotte les mains, explique le journal. Pour Jordan Bardella, le sacre de Donald Trump augure du retour de la politique. Et ce, alors que plus de la moitié des Français estiment que les gouvernements ne peuvent plus faire grand-chose aujourd'hui. La tornade Trump décomplexe le parti à la flamme, la radicalité du président américain synthétise cette ère du temps au point que le RN l'importe dans le débat français. Et une question taraude les partis de gouvernement, quel effet aura ce tourbillon américain sur la prochaine présidentielle ? Voilà, on parlait du retour du politique, mais on va terminer avec ceux qui la quittent. C'est un papier assez singulier que signe Willy Bordas dans le Figaro, papier sur les fantômes de l'Assemblée, des élus qui ont décidé de déserter l'hémicycle. 76% des députés n'ont participé qu'à moins de 10% des votes depuis leur élection en juillet dernier. Alors, parmi eux, il y a certains poids lourds comme Hollande, Wauquiez, Le Pen, mais on peut considérer qu'ils occupent beaucoup le champ politique par ailleurs. Et puis, il y a les vrais fantômes. Est-ce que vous connaissez Alain David ?
Bah non. Pas du tout. Eh ben, même au groupe socialiste auquel il appartient, on ne le connaît pas. Je ne lui ai même jamais adressé la parole, reconnaît un de ses collègues parlementaires. Alors, permettez-moi de lui dédier cet extrait musical à lui et à tous ses cantos, ses copains fantômes de l'Élysée. De l'Élysée de l'Assemblée. C'est bien l'Assemblée qui a ses fantômes. Les fantômes de l'Assemblée et la revue de presse d'Olivier Delaguerre.